partagez cette vidéo au maximum, même si vous ne vous abonnez pas et que vous ne likez pas cette vidéo. Franchement, on s'en fout. Commentez-la et regardez-la jusqu'au bout. Ça aidera l'algorithme à proposer cette vidéo à plus de personnes. Et peut-être que ça va faire remonter des souvenirs à quelqu'un qui a vu ou entendu quelque chose ce jour-là. Notre plus grande force, c'est Internet. Servons-nous-en. Et je vous dis ça parce que moi aussi, j'ai une fille de 20 ans. En France, d'après le ministère de l'Intérieur, il y aurait plus de 40 000 disparitions chaque année. Environ 30 000 sont retrouvées, ce qui est un gros chiffre en soi, mais il reste quand même 10 000 disparitions non résolues, et dans ces 10 000, environ 800 concernent des mineurs. Ces chiffres que je vous donne, c'est pour diverses disparitions, comme un enlèvement, une fugue ou un égarement. Mais combien d'entre eux seront retrouvés vivants? Combien d'entre eux seront traumatisés à vie de leur expérience si ce n'est pas un départ volontaire? Je n'imagine même pas la douleur que ces familles ressentent et j'espère ne jamais la connaître. Cette angoisse qui les hante 24 sur 24, 7 sur 7, et puis cette question qui doit tourner en boucle dans leur tête chaque jour, vais-je la retrouver? Bonjour, parlons de la disparition de Léa Petitgas. Léa Petitgas est une jeune femme de 20 ans, de 1,47 m, et elle est la première fille de Karine et Christophe Petitgas. Par la suite, la famille va s'agrandir, avec l'arrivée de sa petite sœur Amélie, avec qui Léa est très complice. Alors, je ne sais pas à quel moment, mais Karine et Christophe vont divorcer, puis vont se remettre en couple avec d'autres personnes. Pour le beau-père de Léa, il est inconnu au bataillon, car son nom n'apparaît dans aucun média. Donc publiquement, on ne sait rien de lui. Sauf que Léa, lui, s'est tendue, contrairement à sa belle-mère Pascaline, la compagne de Christophe, avec qui Léa est très proche. Toutefois, en ce qui concerne la vie privée de Léa et de sa famille, elle n'a pas été dévoilée dans les articles, sûrement pour les laisser tranquilles. Ils se sont surtout beaucoup concentrés sur la disparition, et en soi, c'est pas une mauvaise chose, donc c'est pour cela que l'on ne sait pas grand-chose de sa vie avant. Léa est une artiste dans l'âme, et elle a une passion pour la culture japonaise et le dessin. Elle aime passer des soirées avec des amis à dessiner des mangas et plein d'autres choses, tant que l'on griffonne le papier. À l'âge de 18 ans, Léa va rencontrer un jeune homme sur les réseaux sociaux, puis tout plaquer pour le rejoindre à Vannes, où elle y travaillera dans un fast-food et une maison de retraite. Au moment de leur rupture en 2017, Léa retourne vivre chez son père avant de s'installer dans un appartement de la rue de la Motte-Piquet à Nantes, un petit immeuble de 7 appartements sur 2 étages. En décembre de la même année, Léa va trouver un petit taf, un service civique dans une maison de quartier de l'Alvec, où elle retrace l'histoire du lieu par des illustrations. Comme c'est une passionnée de dessin, que ce soit sur papier ou sur tablette graphique, vous imaginez bien que c'est le job de rêve pour elle. Comme c'est un service civique, les salaires ne sont vraiment pas ouf, soit 500 € chaque mois, ce qui ne lui suffisent pas pour vivre, surtout quand on a 20 ans. Ce qui fait qu'elle doit se trouver un deuxième job pour arriver à boucler les fins de mois. Elle a donc le projet de faire du babysitting pour compléter tout ça. Le mercredi 13 décembre, un ami dessinateur passe la soirée chez Léa pour une soirée dessin. Il partira à 23h30 après que Léa lui ait dit qu'elle doit aller se coucher parce qu'elle travaillait le lendemain. Le lendemain, sur le 14 décembre 2017, Léa se prépare et part de chez elle pour rejoindre son travail qui est à environ 40 minutes de transport. Ce jour-là, elle s'habille d'un pantalon bleu, de son bonnet blanc et d'une parka verte, prend son ordinateur et laisse derrière elle ses 2 chatons. Léa passe sa porte d'entrée et on n'entendra plus jamais parler d'elle. Le même jour, Christophe et Pascaline, qui doivent partir en Bretagne pour le week-end, essayent à plusieurs reprises de la joindre, mais les appels restent sans réponse. Ils vont quand même essayer de téléphoner tout le week-end, mais ils tombent directement sur son répondeur. Le vendredi 15 décembre, soit le lendemain de sa disparition, ses amis qui n'arrivent pas non plus à la joindre, Justine et Kylian, vont alors frapper à sa porte. Mais ils n'auront aucune réponse. Et d'après Kylian, c'est inhabituel de la part de Léa de ne pas donner de nouvelles. Inquiets, ils vont donc appeler les pompiers, qui vont venir ouvrir la porte et constater que l'appartement est vide, toutes ses affaires sont là, sauf Léa. Le 18 décembre 2017, soit 4 jours après la disparition, un policier prend contact avec le père de Léa. Monsieur Petitgas, police nationale, je vous informe que votre fille a disparu. Ce n'est pas possible, je l'ai eu au téléphone il n'y a pas si longtemps, même si c'est vrai que ces derniers temps j'ai du mal à la joindre. Monsieur Petitgas, je suis sérieux. La disparition de votre fille est déjà passée en catégorie enlèvement et séquestration. Christophe raccroche et se déplace à l'appartement de sa fille et voit la police scientifique qui est en train de prendre des empreintes sur le côté de la fenêtre. Et je pense, ce qui n'a pas dû le rassurer, c'est quand il a vu que l'appartement était rempli de luminol. Le luminol est un composé organique présentant une chimiluminescence avec un éclat bleu caractéristique lorsqu'il est mélangé avec un oxydant adéquat. Il s'agit d'un solide cristallin, blanc à légèrement jaune, qui est soluble dans la plupart des solvants organiques polaires, mais insoluble dans l'eau. Le luminol est utilisé en criminalistique pour détecter les faibles traces de sang laissées sur les scènes de crime. Il est également utilisé par les biologistes pour détecter le cuivre, le fer et le cyanure. Et c'est le fer présent dans le sang qui va alors cristalliser la réaction chimique qui provoque la luminescence, révélant l'emplacement du sang. Vu que son ami dessinateur est la dernière personne à avoir vu Léa, il va être interrogé par la police, mais sera vite retiré de la liste des suspects. Les voisins interrogés diront qu'ils n'ont entendu aucun bruit et n'ont rien vu cette nuit-là. En janvier 2018, soit un mois après la disparition, à proximité de la porte d'Aubervilliers à Paris, un petit espoir renaît. Un chauffeur de camion qui est dans sa cabine se fait accoster par une jeune fille de petite taille qui lui dit qu'elle a quitté sa région nantaise parce qu'elle a des problèmes d'argent et qu'elle voudrait qu'on la dépose quelque part, mais on ne sait pas où. Il discute avec elle, dira au final non, et il ne part pas tout de suite, et voit la jeune fille qui reste à proximité du camion.
Il voit un scooter qui ralentit et qui s'approche d'elle. Les deux commencent alors à discuter. La jeune femme par la suite monte à l'arrière du scooter et s'en va en direction d'Aubervilliers. Le chauffeur du camion prend quand même le temps de noter la plaque d'immatriculation du scooter. Quand l'histoire de Léa Petitgas sort dans les médias, ça lui a tout de suite rappelé cette rencontre qu'il a eue avec la jeune femme et va voir la police pour raconter son histoire. Le seul problème, c'est qu'entre-temps il avait nettoyé son camion et jeté le fameux papier où il avait noté l'immatriculation du scoot. Et une merde en attirant une autre, ce qui n'aide pas les enquêteurs, c'est qu'il n'y a pas d'image de caméra de surveillance au moment de la conversation entre la jeune femme et le camionneur, pour cause de délais trop courts de conservation. Les images de vidéosurveillance restent conservées un mois maximum, sauf pour procédure judiciaire en cours. Donc vous savez maintenant que passé un mois, c'est dead. Par la suite, la police va travailler sur un fichier de 100 personnes qui sont fichées pour des infractions sexuelles et qui résident dans un rayon de 1 km autour du domicile de Léa. Ils vont tout examiner, même leur emploi du temps, et voir s'il y a des concordances avec celui de Léa. En août 2020, la police va arrêter un prédateur, François Vergniaud, un homme de 47 ans qui est surnommé le violeur au carton. Il demandait à de très jeunes femmes de l'aider à porter son carton, et une fois qu'elle l'avait en main, il les poussait et les Il sera suspecté dans notre affaire car il est sorti de prison en fin 2016 et entre-temps, il a attaqué et tué une jeune femme à environ 4 km de là où vit Léa. Donc quand les parents ont appris cette histoire, ils se sont tout de suite dit oui, Léa aurait pu l'aider à soulever son carton. Sur le plan familial, on sait qu'il y a des conflits et les soupçons vont se porter sur le beau-père avec qui Léa avait des relations plus que tendues. Selon Christophe, le beau-père de Léa aurait été violent avec elle. Un soir où elle est rentrée en retard à la maison, elle aurait à peine passé la porte d'entrée qu'il l'aurait attrapée par les cheveux pour la faire rentrer encore plus vite et jeter toutes ses affaires à terre. Christophe s'est alors posé des questions sur celui-ci car il ne supportait pas Léa de ce que dit Christophe. D'ailleurs, Amélie, la sœur de Léa, dira que c'était un homme très violent autant verbalement que physiquement. Et dans une émission parlant de la disparition de sa sœur, elle raconte cette histoire et de la manière dont son beau-père a attrapé Léa par les cheveux. Mais la thèse du beau-père, après interrogatoire et examen de son emploi du temps, fut abandonnée car il travaillait ce jour-là. La piste de la fugue reste d'actualité, même si pour les parents et les amis de Léa, ça reste inconcevable. Il parle d'un départ en Angleterre car elle était bilingue, mais au final, rien ne vient vraiment prouver qu'elle ait choisi volontairement de quitter le pays. La thèse de la mauvaise rencontre est la plus probable. A-t-elle rencontré François Vergniaud, le prédateur mentionné plus haut, ou a-t-elle croisé le chemin d'une personne mal intentionnée? À ce jour, ces questions sont sans réponse. Tout ce que je leur souhaite après 7 ans de disparition, de recherche et de questions sur ce qui a pu arriver à leur fille, c'est de la retrouver en vie. Même si elle a voulu changer de vie, mais au moins ils sauront qu'elle est vivante et qu'elle va bien. Les chiffres de 2020 parlent d'environ 2500 personnes chaque année qui disparaissent pour changer de vie. Pour cette vidéo, j'aurais pu contacter les proches de Léa, connaître son histoire, son enfance, mais je pense qu'ils attendent plus des réponses que des questions. Et de vous à moi, je n'ai pas envie de déranger des personnes qui sont dans le mal, sauf si derrière j'ai quelque chose à leur apporter d'utile et de positif. Courage à eux, et en espérant qu'un jour ils aient des réponses à leurs questions. Si vous savez quelque chose, contactez ces numéros. Merci à David Logat, 9338, qui m'a proposé de parler de cette histoire, très intéressante à écrire, et que je vous avoue que je connaissais pas du tout. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, prenez soin de vous, on se dit à une prochaine vidéo, des bisous.